Bonjour. Comment allez-vous? Super! Je suis Monsieur Fastcast. Aujourd'hui, nous allons parler du blockbuster hollywoodien. N'est-ce pas là le propre de l'aventure? Allez, c'est parti! L'ère du blockbuster hollywoodien apparaît au début des années 70 et domine encore aujourd'hui les écrans de cinéma du monde entier. Sa longévité est donc bien supérieure à celle de deux autres grandes périodes hollywoodiennes que sont le cinéma muet et l'âge d'or hollywoodien. Le terme blockbuster a une origine théâtrale américaine qui qualifiait une pièce de théâtre qui remportait un grand succès. Cependant, le terme aurait été tiré du vocabulaire militaire, qui désignait le nom de la plus puissante bombe utilisée par l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Par son origine, on peut donc comprendre que le blockbuster au cinéma a pour but de faire le plus de bruit possible tout en détruisant ses concurrents. Définir ce qu'est un blockbuster est en revanche plus complexe. Les premières idées qui viennent en tête sont les très gros budgets et l'évasion avec à l'écran des stars de cinéma. Il est donc essentiel, pour comprendre un peu mieux ce qu'est un blockbuster, de se poser une question. Quelles sont les caractéristiques principales du blockbuster hollywoodien? Le blockbuster hollywoodien des années 70 débute avec Le Parrain de Francis Ford Coppola en 1972, puis est mis en étendard par le film de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer en 1975, qui sera un produit paradoxal car tuera la contre-culture des années 70 montrée par le nouvel Hollywood. Il est donc amusant de voir que les réalisateurs qui ont inventé cette forme que sont Steven Spielberg et George Lucas font eux-mêmes partie de cette contre-culture et du nouvel Hollywood. Les créateurs de ce genre sont de jeunes cinéastes qui ont appris le cinéma dans les écoles et qui avant tout sont des cinéphiles. Il est très important de comprendre cela pour mieux se rendre compte de l'importance de l'histoire du cinéma dans ce genre. On peut très rapidement rattacher le blockbuster hollywoodien au cinéma de genre. Il est possible de l'observer avec le premier film qui lance la mode du blockbuster, qui est Le Parrain, un film de gangster, genre que l'on retrouvera plus tard avec d'autres cinéastes du nouvel Hollywood, notamment Martin Scorsese ou Brian De Palma, avec son film Scarface, qui lui-même est un remake du film de 1932 de Howard Hawks. Des genres considérés autrefois comme de la série B auront aussi leur mot à dire durant cette période, comme par exemple la science-fiction. Star Wars de George Lucas arrivera en 1977 sur les écrans américains. L'ambition étant de donner à voir un film à la hauteur des productions de David O. Selznick, qui est le producteur d'Autant en emporte le vent, et de David Lean, qui est le réalisateur de Lawrence d'Arabie et du Pont de la rivière Kwai. Il s'agit donc de faire du film quelque chose de très ambitieux, mais dans un univers grand public, ouvert aux enfants et à la base de l'évasion, avec des monstres et des vaisseaux spatiaux. En 1978 apparaît le slasher, sous-genre du cinéma d'horreur qui rend hommage à tout un pan de la série B horrifique, mais aussi à l'idée des drive-in des années 50, idée selon laquelle les films doivent être faits pour viser un certain public. Le slasher, tout comme les films de drive-in, sont des films faits pour la jeunesse. La jeunesse des années 80 est très différente de celle des années 70 aux États-Unis. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. La jeunesse n'est plus dans cette envie de contre-culture. Elle se tourne au contraire vers l'ultra-consumérisme. C'est les années Reagan. Le slasher parle de cette jeunesse et de son envie d'amusement, de sexe et de non-préoccupation. Il y a, à partir de la naissance du blockbuster, un second retour au passé. Il s'agit du retour à des formes spectaculaires. Durant les années 50, Hollywood a dû redonner au public l'envie d'aller en salle face à la concurrence de la télévision. Des genres spectaculaires vont donc naturellement prendre place afin de forcer le public à retourner en salle. Le blockbuster est par essence le genre cinématographique du spectaculaire. Il arrive, comme dit plus tôt, durant les années 70, mais prend une grande place dans le paysage cinématographique hollywoodien à la fin des années 70, début 80. Il s'agit de l'instant de fin de vie du nouvel Hollywood. À ce moment, plusieurs films de cinéastes de cette période, ambitieux et portés par la réalisation de réalisateurs importants, sont des échecs au box-office. Nous pouvons citer entre autres New York, New York de Martin Scorsese, sorti en 1977, Sorcerer de William Friedkin, sorti en 1977 lui aussi, ou encore 1941 de Steven Spielberg, sorti en 1979. Le blockbuster est une fusion entre la réalité et le spectacle, qu'on pourrait définir par bigger than life. Il est essentiel, pour arriver à ce résultat, de réunir plusieurs facteurs. Tout d'abord, les blockbusters sont des films à concept. High concept, film avec une histoire facile à résumer, une structure narrative claire en 3 actes, une happy end et un message simple, compréhensible par tous les spectateurs. Cette idée sera théorisée par le producteur Don Simpson, qui, avec son ami et partenaire Jerry Bruckheimer, régnera sur le cinéma hollywoodien des années 80 en produisant de nombreux films ayant été créés dans le moule du high concept. Flashdance, Le flic de Beverly Hills 1 et 2,
Top Gun, Jour de tonnerre, etc. Le but étant de faire de petits films avec un concept fort et facilement résumable, d'immenses succès au box-office. Les avancées techniques des effets spéciaux et des effets visuels sont l'autre facteur important du succès d'un blockbuster. Les effets spéciaux mécaniques sont les premiers à voir le jour. Depuis Méliès, ils n'ont cessé de s'améliorer et devenir de plus en plus réalistes. De 2001 à l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick à Star Wars, on comprendra très rapidement que les effets pratiques permettent la création d'univers, grâce à l'utilisation de maquettes ou trucages sur le plateau, mais seront parfois aussi source de problématiques. L'anecdote du requin des Dents de la Mer qui fonctionnait mal à cause de l'eau est très célèbre, ou encore la dangerosité de tout un cinéma d'action des années 80, comme par exemple la blessure de Sylvester Stallone sur le tournage du premier Rambo lors d'une cascade. Ces effets spéciaux offrent une plus grande liberté pour laisser libre cours à l'inventivité de réalisateurs, comme avec les immenses inventions du maquilleur Rob Bottin en réalisant les monstres du film The Thing de John Carpenter ou la scène de la transformation dans Le Loup-garou de Londres de John Landis. Durant la décennie 80, des avancées se feront au niveau des effets spéciaux numériques, que l'on appelle effets visuels. Le cinéma devient un moyen d'expression sans limite. On entre dans cette nouvelle ère du cinéma par ordinateur, à partir notamment de Matrix des frères Wachowski, sorti en 1999, qui achève le processus des images de synthèse. Matrix finira aussi d'enterrer une manière de faire des films d'action à base d'effets pratiques, cascadeurs et stars musclées des années 80. On pouvait observer la fin de cette ère dès le début des années 90 avec l'arrivée des nouveaux héros comme Keanu Reeves avec des films tels que Speed en 1994. Les corps ont changé et les envies du public aussi. La parfaite représentation de cela est le film The Last Action Hero de John McTiernan avec en vedette Arnold Schwarzenegger. Le film parodie les longs métrages qui ont fait le succès des deux hommes dans les années 80. On peut voir que lorsqu'un sous-genre cinématographique se parodie lui-même, c'est qu'il sent le vent tourner. On l'avait vu dans l'épisode précédent avec le film Scream de Wes Craven, qui lui aussi parodie les codes d'un genre qu'il a rendu célèbre. Il s'agit d'un processus naturel. Lorsqu'un sous-genre cinématographique est usé et démodé, il faut le tuer dans un écrin de parodie. Il est important pour comprendre le blockbuster hollywoodien d'avoir en tête la partie marketing, car ce n'est pas un genre qui se soucie forcément de l'art cinématographique. Le blockbuster est donc une machine à faire de l'argent. Il offre au spectateur ce qu'il est venu chercher, des sensations fortes. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, il est le cinéma de l'évasion, qui transporte le spectateur le plus loin possible. Il n'est aussi pas cantonné à un seul genre cinématographique, car il est fait pour plaire au plus grand nombre. Voilà pourquoi un blockbuster peut être une comédie, un film d'horreur, fantastique, science-fiction, catastrophe ou d'action. Le blockbuster est donc lié aux envies du public qui est vu comme un consommateur. C'est en cela que les avancées du blockbuster sont souvent liées aux changements dans la société américaine. Les films d'action américains des années 80, par exemple, correspondent à une époque, celle de Ronald Reagan, président des États-Unis, du capitalisme et de la guerre froide. L'ennemi dans ces films sont les ennemis de l'Amérique. On représente sur les écrans une Amérique qui gagne à la fin. Ce sont des métaphores des États-Unis des années 80. Il s'agit aussi d'un cinéma à l'extrême opposé du Nouvel Hollywood. C'est un cinéma qui peut être vu comme réactionnaire et simpliste. Des hommes blancs pratiquant une forme d'hypermasculinité et prenant leur revanche sur la décennie précédente, celle de la contre-culture où l'homme blanc, viril, sans sentiment et peur, s'était effacé. Il s'agit de personnages stéréotypés et invincibles, que rien ni personne ne peut vaincre. Ceci est déjà visible par les corps qui font ce cinéma, ceux d'acteurs à la musculature impressionnante, incarnant des idéaux forts et puissants, comme par exemple Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme ou encore Dolph Lundgren. Il s'agit donc aussi d'un cinéma de stars, on vend ces films sur des têtes d'affiche. Ce cinéma d'actionneur n'atteindra pas la décennie des années 90. Après la chute du mur de Berlin en 1989, la fin de la guerre froide et l'arrivée du Batman de Tim Burton la même année, le public a goût pour un nouveau cinéma d'action. À partir des années 90, les muscles des super-héros sont en mousse et les blockbusters ne parlent plus de l'Amérique réelle, mais de celle des comic books. Les personnages adaptés de bande dessinée sont les nouveaux héros. Depuis l'arrivée sur les écrans en 1978 du Superman de Richard Donner et son impressionnant box-office, et celui de Batman de Tim Burton qui relance le genre super-héroïque au cinéma et sera aussi le premier film à rapporter 100 millions de dollars lors des 10 premiers jours d'exploitation. Pour comprendre ce qu'est un blockbuster, il est également essentiel de parler des films qui ont instauré cette nouvelle manière de produire. La sortie en 1972 du Parrain, produit par la Paramount, a été l'un des premiers pas vers cette nouvelle façon de produire des films. Tout d'abord, on peut noter le budget faramineux pour l'époque, qui était de 6 millions de dollars, et le casting de stars, avec Marlon Brando, symbole de l'ancienne génération d'acteurs, et Al Pacino, symbole de la nouvelle. De plus,
la production proposa aux exploitants de rompre la règle de l'échelonnage, qui consistait à distribuer le film au fur et à mesure, ville par ville, mais de cette fois-ci distribuer le film partout et au même moment sur le territoire américain. Ce qui permit à n'importe quel spectateur de voir le film dans la ville qu'il voulait et au même instant. En 1975, Les Dents de la Mer a su instaurer les premiers codes de cette nouvelle façon de produire. Le film utilisa de gros moyens pour faire du bruit et faire frémir les spectateurs. Tout d'abord, la production a fait un énorme coup de communication des mois avant la sortie du film en investissant énormément d'argent dans les spots publicitaires diffusés sur les chaînes de télévision américaines, faisant ainsi monter l'attente chez les futurs spectateurs. La date de sortie a également été un coup marketing, le film étant sorti à l'été 1975. Il effraya de nombreux vacanciers partant au bord de mer avec l'appréhension de se faire dévorer par un requin. Le but était de faire du film un événement que tout le monde devait voir. Le métrage eut un énorme succès et est le premier à dépasser les 100 millions de dollars de recettes en emmagasinant plus de 260 millions de dollars rien que sur le territoire américain. L'utilisation de l'animatronique pour jouer le rôle du requin mangeur d'hommes montre la volonté qu'avait le studio de faire du spectaculaire et impressionner le spectateur avec des effets spéciaux très réalistes. Le dernier rempart avant l'ère du blockbuster est tombé à la sortie de Star Wars réalisé par George Lucas. Le film a pour la première fois sorti un nombre impressionnant de produits dérivés à l'effigie de son univers, rentabilisant d'autant plus le film qui a atteint plus de 775 millions de dollars dans le monde entier. Mais Lucas ne s'est pas arrêté là. Il instaura également le système de suite dite directe, avec Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, et Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Ce système de suite permet de créer une forme de fidélité chez le spectateur. Celui ayant été conquis par le premier film n'aura qu'une envie, c'est d'aller voir le prochain de la même licence. C'est ce qui s'est passé avec Les Dents de la Mer, Jurassic Park ou encore Retour vers le futur, pour ne citer que. Ce système a créé des spectateurs fans et fidèles, diminuant ainsi la prise de risque des studios en faisant de grosses recettes sur les produits dérivés et des suites avec un public déjà conquis. Le Superman de 1978 a également été à l'origine de ce système de suite et a contribué à la naissance des films de super-héros que l'on connaît tous aujourd'hui. Enfin, Star Wars épisode 1, La menace fantôme, sorti en 1999, a définitivement instauré la façon de faire des blockbusters à effets spéciaux. Le film est le tout premier dans l'histoire du cinéma à avoir tourné avec une caméra numérique, bien moins chère que la pellicule et permettant aux studios de faire des économies sur la production. Mais le numérique permet aussi de créer des premiers plans en décor réel devant un fond vert permettant d'élaborer des univers extraordinaires par ordinateur. Pour résumer, le blockbuster hollywoodien est donc une forme cinématographique spectaculaire qui évolue en même temps que la société américaine et que les avancées techniques du cinéma. Il s'agit d'une forme qui s'inspire du passé pour rassurer le public. On donne au spectateur ce qu'il est venu chercher. Le blockbuster s'adresse au public de masse. C'est pourquoi il s'élargit à tous les genres cinématographiques. Le marketing et la communication sont les armes principales de ces films, qui ne peuvent sortir dans l'anonymat le plus total, et pour se vendre, il faut de l'argent, des têtes d'affiche et un high concept. Le Marvel Cinematic Universe est un bon exemple pour résumer le blockbuster d'aujourd'hui, qui a su englober tous les codes de ce nouveau moyen de production, c'est-à-dire des films qui ont comme thématique le bien contre le mal et qui se finissent par une happy end. Ce sont des films avec une grosse campagne publicitaire, qui ont tous une continuité scénaristique, obligeant le spectateur fan à voir tous les épisodes de la licence afin de comprendre toutes les subtilités de la trame narrative. Le tout accompagné d'acteurs phares et d'effets spéciaux toujours plus spectaculaires. Le but étant de faire un maximum de bénéfices. Alors, ça vous a plu? Super! C'était Monsieur Fastcast. Alors on va se retrouver pour une prochaine aventure très bientôt. Salut! Tu veux devenir un grand réalisateur hollywoodien et tu n'es pas encore abonné à cette chaîne? Il y a forcément quelque chose qui cloche. Je serai Daniel, ton instructeur, alors abonne-toi à cette chaîne et tu vas découvrir tous les secrets des plus grands films.